grand neurologue. Mesdames, Messieurs, chers amis, en tant que président de cette université interdisciplinaire de Paris, que je désignerai dans la suite par UIP, je suis particulièrement heureux de vous accueillir en ce lieu emblématique de la confrontation des savoirs et du débat d'idées, passé, présent et très futur. C'est toujours un plaisir d'ouvrir un colloque devant une salle comble, enfin qui ne l'est peut-être pas encore, mais qui ne va pas tarder à l'être. Devant une salle comble qui témoigne de l'intérêt et de l'attente qu'il suscite. C'est également une immense satisfaction pour ceux qui, depuis des mois, ont investi toute leur énergie dans la préparation de cette journée. Tout particulièrement notre secrétaire général Jean Stone et je n'oublie pas son épouse Dania, qui se sont dépensés sans compter depuis des semaines. Votre présence ici, enfin, est une forme d'engagement en faveur d'une approche non dogmatique de la connaissance telle que nous la pratiquons à l'UIP depuis 20 ans. Permettez-moi d'en rappeler brièvement quelques principes. L'UIP n'a d'autre vocation que de fournir au grand public une information suffisamment fiable et contradictoire pour permettre à chacun de se former un jugement éclairé sur les implications philosophiques et spirituelles des grands débats scientifiques contemporains. Pour ce faire, il convient toujours de bien distinguer ce qui relève des faits avérés et ce qui relève de leur interprétation, voire de leur utilisation à des fins de propagande ou d'endoctrinement. L'UIP affirme dans sa charte, nous avons une charte que vous pouvez consulter, j'en ai apporté quelques exemplaires d'ailleurs, l'UIP affirme dans sa charte ne baser ses réflexions que sur des faits et des résultats reconnus par la communauté scientifique au sens large. Et dans la même charte, l'UIP s'engage par ailleurs à, je cite, promouvoir une distinction aussi nette que possible entre les faits scientifiques et les interprétations qui en sont tirées. S'il convient donc de ne pas séparer le monde des faits de celui des valeurs, de ne pas séparer le monde de la science de celui de la spiritualité, il n'en est pas moins nécessaire de ne jamais les confondre. Ainsi, une approche rationnelle de questions qui relèvent de la pure subjectivité est possible et légitime, même si elle échappe au canon habituel de la scientificité. La meilleure attitude en cette matière reste celle du célèbre épistémologue Karl Popper quand il déclare à propos de la métaphysique, et je cite ici Popper, c'est extrait d'un livre qui s'appelle « L'avenir est ouvert », c'est un dialogue avec Konrad Lorenz. Donc je cite Karl Popper, « Il serait, dit-il, ridicule d'interdire de parler de quelque chose parce que ça ne fait pas partie de la science. En vérité, poursuit-il, nous pouvons dire beaucoup de choses qui ne relèvent pas de la science, et il faut que nous le puissions. Seulement, il ne faut pas que nous les fassions passer pour scientifiques. » Il insiste tout autant sur le fait que ceux qui ne s'intéressent pas à la métaphysique n'ont pas à prononcer d'interdiction, tout autant que sur le fait qu'il ne faut pas faire passer pour scientifiques ceux qui ne relèvent pas de la science. C'est pourquoi le langage de la spiritualité n'est pas à comprendre comme un discours qui viendrait apporter une sorte de complément de savoir lorsque le scientifique est obligé d'avouer ses limites,
ou tout simplement de reconnaître l'inachèvement de sa recherche. Ces deux langages, le langage de la spiritualité et le langage scientifique, ces deux langages ont chacun un mode de signifier différent. C'est pourquoi, en stricte rigueur, ils ne devraient jamais se contredire, parce que cela leur est en principe impossible. C'est pourquoi aussi on n'a jamais le droit de se servir des affirmations de l'un pour réfuter les affirmations de l'autre. C'est dans cet esprit que nous abordons aujourd'hui la question de la conscience et de l'invisible aux frontières de la vie. Il s'agit d'un exercice délicat, dans la mesure où cette question est problématique à la fois pour les scientifiques et pour les croyants. Du point de vue scientifique, il n'existe pas de consensus théorique à propos de la conscience et le terme est porteur de redoutables malentendus. La définition même de la mort, du point de vue scientifique, est l'objet de controverses. Du point de vue métaphysique et religieux, force est de constater que l'existence d'une réalité surnaturelle ne peut qu'échapper aux explications naturalistes. Si donc on ne peut raisonnablement pas mettre en doute la réalité du témoignage des personnes qui ont vécu une expérience aux frontières de la mort ou aux frontières de la vie, les interprétations proposées ici ne sont ni exclusives ni exhaustives. Mesdames et messieurs, pour terminer ces quelques mots, je vous apprends sans doute qu'en ce moment même, depuis le 30 janvier, entre le 30 janvier et le 4 février aujourd'hui, se tient à Strasbourg le 7e Forum européen de bioéthique, dont le thème général cette année est « Humain post-humain ». Lors de la première journée de ce forum, le 30 janvier, une série de conférences a eu pour thème, je cite, « Pour en finir avec la mort ». Pour en finir avec la mort. Quelles que soient les outrances du courant post-humaniste, la question de l'immortalité qu'il soulève, ce courant, nous renvoie forcément à la façon dont nous considérons la mort, mais aussi, et peut-être surtout, à la façon dont nous envisageons la vie. Comme l'a fait remarquer un intervenant à ce forum, la mort met l'homme au défi de la comprendre puisque, je cite cet intervenant, « l'organe qui pense la mort est celui qui va mourir ». Au demeurant, comme le souligne dans ce colloque, dans ce forum, le président de l'Université de Strasbourg, Michel Donneken, je cite le président de l'Université de Strasbourg, « les vrais vivants ne sont-ils pas ceux qui n'ont pas peur de la mort ?» Alors, je souhaite à tous les vrais vivants de cette assemblée un très bon colloque. Merci.